Eh ben salut, bienvenue, c'est Fred, Indécent Podcast. On est à, j'allais dire Troll et Légendes, non. Non, pas encore. Non, pas encore, c'est pas encore. tout de suite. On est donc à Jeux et compagnie avec David et Coraline, donc des habitués de l'étape, avant qu'on se revoie aussi à Kaisersberg, entre autres choses. Et puis, j'allais dire, on se croise assez souvent quand même. Pas avec la même casquette, et du coup à Kaisersberg, parce que du coup moi j'y suis en tant qu'orga. Oui. Voilà. Mais oui, en l'occurrence, oui. Bah écoute, déjà ça fait très plaisir de te retrouver ici. Hein. Ça fait 3 ans d'affilée maintenant, hein, un petit peu plus même d'ailleurs. Ouais, alors j'avoue, je compte pas forcément les points, mais ça fait quelques années effectivement qu'on vient à Jeux et compagnie. On est très content d'être un petit peu les Che Guevara des éditeurs de jeux de rôle et dire ah si ça existe à un endroit où personne d'autre ne vient. Il y a du jeu de rôle à Épinal. Et il y a du jeu de rôle à Épinal. Grave. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un. Alors là, on les voit pas personnellement. Enfin, on les voit, vous les verrez pas à l'écran, mais ils sont juste. Voilà. Là où je mets le bras, vous verrez, il y a plein de tables de jeux de rôle. Enfin, plein, ouais, il y en a quand même une petite dizaine, quoi. Hein. Ouais, ça se développe pas mal, c'est quand même plutôt cool. Je me souviens de l'époque, quand on venait avec l'assaut, on était un peu les seuls à faire du jeu de rôle. Donc là, c'est bien de voir qu'on est passé de 4-6 tables à plutôt 10, 15 tables, c'est quand même plutôt cool. Ouais, puis c'est ce qu'on constate aussi d'année après en année. En plus, avec les jeux que Booking Game vous éditez, il y a des jeux qui sont pour la famille, donc Donjons et Chatons, on fera une petite vidéo après, comme ça vous les verrez aussi, puis il y aura la joie des inserts vidéo, ce sera magnifique. Madame me dit qu'il y a eu a priori un craquage Donjons et Chatonesque. Bon, voilà. Donc c'est aussi l'occasion de discuter un petit peu des dernières nouveautés de chez Detro, parce qu'on a vu un planning apparaître qui était assez impressionnant, mais du coup ça donne une super visibilité sur l'année, donc tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on a un planning qui est quand même assez chargé. Pour ce qui s'est déjà passé ou qui va se passer très bientôt, effectivement, c'est la sortie de la première campagne de Donjons et Chatons, donc aux sources de la Miagie, qui va arriver en boutique semaine prochaine, du coup, donc par rapport à là, Jeux et compagnie, donc le 14 mars. Va arriver un petit peu plus tard, parce que la logistique sur des cartes est un peu différente que sur les bouquins, des paquets de cartes enfance et les cartes de Miagie également. Donc pas mal de choses sur Donjons et Chatons. Et pour rester sur Donjons et Chatons, fin d'année, aussi directement en boutique, la boîte d'initiation au jeu de rôle, je précise bien boîte d'initiation au jeu de rôle, oui. Donjons et Chatons, qui sera en sortie normalement internationale, parce qu'elle va sortir à la fois en français et en anglais aux États-Unis et du coup en Angleterre. Voilà. Trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté chez Booking Game, donc Dead Crow, etc., d'être aussi en boutique directement sans passer par la case préco qu'on connaît tous, quoi. Oui, parce qu'en fait, alors ça dépend vraiment des objectifs des produits. On ne peut pas le faire sur tous. Et sur d'autres et sur certains produits, ça n'a pas forcément de sens de faire des précommandes. Donc on essaie de partager en fonction vraiment des objectifs qu'on a. La prochaine précommande, justement, ça va être Pendragon. Oui. Pendragon, là, il y a aussi un côté, le retour de Pendragon. Et quand on veut faire le retour d'un jeu, il faut que ce soit un peu en grande pompe. Et le moyen de faire en grande pompe, c'est de passer par le financement aussi. Voilà. Exactement. Donc ça permet des choses qu'on ne peut pas forcément avoir directement en boutique et d'avoir une portée, une visibilité qu'on n'a pas forcément sur la sortie directement en boutique aussi. Ça permet de compter les chevaliers prêts à l'aventure. Exactement. Et de voir un peu peut-être un effet boule de neige qui se crée. Voilà. On a un effet d'engouement parce que ce qu'on a quand même pu constater globalement, sauf exception, les jeux qui marchent bien en financement marchent souvent très bien ensuite en boutique derrière. Normalement, oui. Les deux ne sont pas du tout antinomiques parce que finalement le financement va servir de communication et le jeu arrivé en boutique va être attendu parce que c'est un public différent finalement la boutique. Oui, le financement participatif va s'adresser beaucoup aux gens aux rôlistes qui sont sur les réseaux, qui parcourent beaucoup les réseaux, mais c'est pas qui ont ces plateformes. Mais ce n'est pas l'entièreté de la communauté rôliste. Il y a tout un pan de la communauté qui se déplace dans sa boutique locale pour demander c'est quoi les nouveautés, regarder et acheter en fonction. Ou son club ou son asso et qui, comme tu dis, il va pas regarder les chaînes YouTube, il va pas regarder les blogs, les machins, il va demander directement conseil aux vendeurs, quoi. Exactement. Voilà. Après pour la suite du planning, fin du printemps, nous allons avoir alors, moi je dis préco, mais bon, financement participatif, c'est plus le terme entendu pour Opus Anima, donc un Burton Punk. Ouais, là, c'est quoi ça Alors imaginez le jeu de rôle qui aurait été écrit par Mary Shelley et Dickens et la charte graphique par Tim Burton. On a une petite ambiance un petit peu. On est sur de l'impérialiste germanique, ambiance victorienne, donc version allemande entre guillemets, avec cette part horrifique entre guillemets la Burton parce qu'elle est décalée, étrange, grotesque, délirante.
parfois même pas vraiment de cohérence, c'est juste étrange. Oui, le monstre est plus humain que l'humain en fait. Parfois, le monstre est plus humain. Voilà. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière où on va incarner des personnages qui se sont fait voler leur âme, donc qui ont perdu leur âme, qui ont perdu ce qui leur est le plus cher. D'où le titre. D'où le titre, exactement. Et qui vont essayer de retrouver les fragments de leur âme. Quand on perd son âme, on a perdu ce qui nous définit, donc ça va avoir un effet divers et varié sur les personnages. Certains n'ont plus de personnalité et varient invariablement entre différentes personnalités ou personnalités de leur interlocuteur qui vont finir par copier. Certains sont devenus amnésiques, oublient régulièrement tout ce qu'ils savent. Voilà, donc il y a plusieurs effets entre guillemets négatifs comme ça qui vont en blesser le personnage, on va dire. Et tout l'enjeu d'Opus Anima, c'est d'apprendre à faire de ses faiblesses ses forces, de trouver une nouvelle voie, littéralement, là-dedans, sans aucune référence à M. Laoupette, mais trouver une voie dans ses faiblesses pour acquérir de nouvelles forces et un nouveau chemin. Celui qui n'a plus de personnalité va être en capacité de décrypter celle des autres et de découvrir des secrets. Celui qui n'a plus de mémoire va être en capacité, lui, de découvrir des éléments de connaissance liés à des objets, à des bâtiments, à des lieux. Psychométrique, quoi. Exactement. L'idée, c'est vraiment de renverser. En fait, c'est un jeu qui est vraiment sur le fil. À chaque fois, on renverse la vapeur. On a à côté un personnage un peu faible, mais qui va générer des grandes forces. Donc, il va falloir jouer tout ça ensemble. On a une société guindée d'un côté et une horreur délirante de l'autre. Voilà, c'est chaque fois deux pièces d'une médaille, ce qui donne une ambiance très particulière à la table et voilà, très intéressante. Donc ça, ce sera en financement, comme tu dis. Ce sera en financement fin du printemps, normalement en financement tout prêt. C'est-à-dire que le jeu est traduit, le jeu est maquetté. Ah, c'est une traduction, oui. C'est une traduction d'un jeu allemand. Le jeu est traduit, le jeu est maquetté, on est en train d'ajouter des scénarios dans le livre de base. L'écran, il est prêt. Il n'y en avait pas en VO, on en a commandé parce qu'on aime bien les écrans, il faut dire ce qui est. Toujours sympa. Voilà. Et comme on aime bien n'avoir pas que un écran, on s'est dit on va mettre un livret. Est-ce qu'on met des scénarios? Ben non, on en a mis dans le livre de base. Du coup, on met quoi dans le livret d'écran? On met une campagne, quitte à mettre quelque chose. On est comme ça. Et on est comme ça. Okay. Donc ce sera une campagne écrite par Pierre Coppet, qui a travaillé sur Bitume, Chronique de Féage, enfin, plus beaucoup besoin de le présenter, l'ami Pierre. Qui pareil, la campagne est écrite, elle est en cours de correction. Donc normalement, au moment du financement participatif, tout est prêt à imprimer. C'est vraiment l'objectif de notre côté, de mon côté, parce que c'est une des gammes dont je m'occupe, que ce soit tout prêt au moment du financement participatif, donc avec les PDF dès la fin, et la production qui suit après assez rapidement. Elle est déjà préfinancée avant la préco. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà financées, que ce soit la traduction, que ce soit la correction, que ce soit le travail de maquette. C'est un jeu qu'on a dans notre musette depuis un petit moment. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Qui à la base était prévu sur le moment charnière de plus ou moins 2020. Ah oui. Et avec les événements qu'il y a eu, voilà, tout a été décalé. Il y a eu divers jeux, entre guillemets, pas prioritaires, mais qu'il fallait gérer avant. Et qui passent, qui sont peut-être... Il y a le côté aussi qu'il faut plus bankable aussi, j'allais dire. Alors, c'est pas forcément du bankable, mais des choses qui étaient déjà publiques. Qui était déjà public, en l'occurrence Cthulhu no Kami. Moi j'avais commencé à travailler sur Opus Anima, puis en fait il a fallu que je termine le travail sur Cthulhu no Kami d'abord parce que le jeu avait pris du retard et qu'il fallait l'achever. Donc Opus Anima on l'a décalé, qu'on ne l'avait pas encore proposé au public, finalement il ne faisait de mal à personne, donc entre guillemets il a le décalé. Il attendait son petit tour. Il attendait son petit tour. Donc on a dû réorganiser le planning, ce qui fait que ce jeu sort bien plus tard que prévu, mais il sort quand même. C'est une proposition tellement forte pour nous, tellement particulière, tellement unique qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ce que j'allais dire, c'est une gamme complète. Il y a juste ce bouquin avec l'écran, etc. Nous, ce qui est prévu, c'est vraiment, voilà, ça va être de sortir ça. On n'a pas spécialement prévu d'autres choses par la suite, pour le moment, sauf si... Après, un carton planétaire, on peut toujours... Oui. Parce que là, à l'heure actuelle, en fait, comment dire, le plus gros élément vis-à-vis de ça, c'est pas tant que nous, on n'a plus rien à dire dessus ou qu'on n'a pas envie de dire plus de choses, c'est que le créateur de l'univers et l'illustrateur principal, qui est Félix Merticat, lui, il est un peu passé à autre chose. Oui. Il y a un illustrateur, souvent, quand il passe un peu à autre chose, son style, il évolue, son tracé, il évolue. Et Opus Anima, c'est aussi un jeu graphique. C'est aussi une ambiance graphique particulière. Et on se voit pas de se dire, on fait un supplément et la charte graphique, elle change. Donc, alors c'est toujours pareil, il nous a dit, si vraiment je peux reprendre le crayon,
Mais voilà, il faut aussi que... voilà, c'est pas dans ses projets tout de suite. Donc on ferme jamais la porte. Il faudrait qu'il y ait 2000 préco, là je pense qu'on serait pas mal. Alors là, il y a toujours dessus, voilà, ça ouvre d'autres portes évidemment. Oui. Mais voilà, par contre on espère que c'est un jeu qui va trouver son public, cette proposition vraiment singulière, qui je pense doit être jouée au moins une fois, par tout le monde autour d'une table. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier à ne pas manquer, une expérience en elle-même. Ouais, on a regardé vite fait tout à l'heure en passant, donc ouais, ça a l'air vraiment très intéressant. Donc j'ai vu qu'après, les accros à RunQuest, ils auront leur dose cet été, comme d'habitude. Les estivales de RunQuest, on ne change pas les bonnes habitudes, effectivement. Avec Dragon Pass et le supplément Dieu sur les dieux solaires. Ça, c'est à ce qu'on est à peu près sûr. Peut-être autre chose encore, on ne sait pas. C'est dans les mains de Chaosium. Ouais. Donc pour l'instant, je ne dis rien, mais peut-être. Mais ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Oui, en plus, il y a des jeunes illustrateurs qui débutent, qui sont sur RunQuest. Exactement, des petits inconnus d'anciens que personne n'a jamais vus. Ils préfèrent travailler sur des chevaliers en ce moment, d'ailleurs. ou sur Inachevé, on dit ça, on dit rien. Non, on l'attend celui-là, d'ailleurs. Oui, ça avance de ce que j'en sais. Alors, ça avance très bien le travail sur Inachevé. Les textes sont finalisés, même les textes sur les endroits supplémentaires débloqués lors de la campagne sont relus par Trikitov, ont été harmonisés, donc a priori là-dessus ça avance. C'est entre les mains de Loïc sur l'illustration, sur le dessin. On fonctionne sur Inachevé de manière finalement assez proche de Donjons et Châteaux, c'est-à-dire que le bouquin est maquetté en fait avant l'illustration en laissant des blancs. Des zones, un endroit où après c'est un peu plus carte blanche. Loïc, voilà, exactement, Loïc Musy va pouvoir faire des illustrations comme il veut. Donc ça donne un livre très fort graphiquement comme on voulait, qui aura son format particulier 25 par 25 carré. Ouais, c'est un jeu qui a faim. Je sais que alors moi je l'avais pas testé, c'était Freux qui l'avait testé, vous retrouverez la vidéo. Je sais qu'il avait été très impressionné et c'est vrai que quand j'avais discuté avec Tricky et Loïc, waouh, c'est vraiment je pense que c'est un des ceux que j'attends le plus cette année, quoi. Ça fait partie de ces expériences ludiques vraiment singulières qu'on souhaite proposer, parce que l'idée c'est aussi de sortir un peu des sentiers battus et de proposer des choses différentes. Si pour proposer la même chose que les autres, il n'y a pas beaucoup d'intérêt au bout d'un moment. C'est sûr. Voilà, donc Inachevé, ça suit son cours, c'est dans le timing prévu. Donc de toute façon, on en rediscutera à Kaisersberg à nouveau, de toute façon. Et normalement, Trikitov est là à Kaisersberg, donc il pourra en discuter directement. Il aura sa petite cuisine. Voilà, exactement. Et Cthulhu no Kami, donc alors moi je faisais partie des heureuses personnes qui ont souscrit à l'époque. Donc voilà, j'avais suivi un petit peu, j'en ai discuté avec Stéphane, etc. Donc les turpitudes de la sortie qui avaient été très compliquées. Et donc là il est sorti, donc je suis en pleine lecture, moi personnellement. Et bon, il y avait déjà 5 livrets d'univers, enfin 5 livres d'univers tout court. Et là je vois que vous allez continuer à développer cette gamme. Ça veut dire quand même qu'elle a trouvé un public et qu'elle continue à se vendre encore plus. Alors ouais, c'est un jeu qui a eu un bon succès en boutique l'année dernière, qui a une belle implantation, il y a un bon engouement. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà le coffret de base avec les 2 livres de base, il y a déjà un écran, il y a déjà un recueil de scénarios, il y a déjà 5 suppléments sur des époques particulières, mais on n'a pas tout raconté. L'univers de Cthulhu no Kami, c'est large et c'est effectivement une gamme que l'on souhaite continuer de développer. Donc qui est prévu, sorti cette année directement en boutique. C'est le recueil de Kaidan numéro 2, donc un peu sur le modèle du premier, 5 scénarios dans 5 époques différentes. Des nouveaux auteurs sur ces scénarios-là. On a fait rentrer de nouvelles personnes dans l'équipe pour apporter des nouvelles visions aussi. C'est ça aussi l'intérêt d'une gamme de jeux de rôle, c'est de faire venir des nouveaux auteurs pour qu'ils apportent leur nouvelle vision sur un jeu en particulier. Comment ils s'en emparent, quoi. Exactement. Ça c'est pour cette année. On prépare, date non définie à l'heure actuelle, un produit qui nous a été pas mal demandé en retour de salon, qui est un coffret découverte, sur le modèle du coffret découverte de RunQuest ou de celui de Pendragon qui va arriver normalement en boutique courant d'été, sans transition. Les transitions à la indécent, vous connaissez maintenant. Donc un coffret pour démarrer Cthulhu no Kami, un peu plus facilement qu'en prenant le coffret de base avec les 2 livres de base. Donc avec un livret, avec les règles un peu en résumé tassé, arriver avec l'univers pareil, plus résumé, pas tout dedans, juste ce qu'il va falloir pour jouer. Le scénario
une campagne, oui. une courte campagne à l'intérieur, ce qui fait partie des choses très demandées. Ah oui. Et ce coffret sera sur un lieu précis également. Donc il va servir aussi à ceux qui ont déjà la gamme Toon Kami. Vous direz, ah mais le coffret découverte, c'est bon, je connais déjà. Oui, mais il y aura un setting complet sur un lieu avec une campagne dans ce lieu. Donc rien que pour ça, ce sera intéressant de le jouer. Et tout ça, ça va nous laisser le temps de préparer la campagne Toon Kami. Aucune gamme ne saurait exister sans la campagne. Ça fait toujours du bien, ouais. Ça fait, c'est toujours plaisir. On a créé un jeu qui se joue sur toute l'histoire du Japon. C'est ce que j'allais dire, du coup la campagne elle se jouerait sur plusieurs époques? Exactement, on va écrire une campagne qui se jouera sur toute l'histoire du Japon, histoire d'utiliser le matériel qu'on aura déjà mis à disposition. Voilà. Et vraiment de faire jouer l'envergure du jeu proposé, qui n'est pas une époque précise, même si on peut le faire, mais vraiment d'avoir quelque chose de filant sur l'histoire du Japon. Ah, puis ce qui fait plaisir chez vous, ça je le dis, parce que c'est pas tous les éditeurs qui le font, vous avez la boîte découverte du jeu et la boîte initiation jeu de rôle, qui sont deux choses différentes. Oui, c'est deux produits qui n'ont rien à voir. Le coffret découverte d'un jeu ou qu'on fait des kits d'introduction à un jeu, c'est un peu pareil. Un peu le acrylique, quoi. Ouais, c'est ça. Ça s'adresse à des rôlistes qui se font déjà du jeu de rôle et qui veulent découvrir un univers ou le démarrer. La boîte d'initiation au jeu de rôle, ça s'adresse au public non rôliste pour démarrer le jeu de rôle. Donc c'est vraiment deux propositions totalement différentes. Ça s'écrit pas pareil. Le contenu n'est pas le même. C'est vraiment deux choses complètement distinctes. C'est pas la même approche dans les conseils, dans les aides, etc. Le matériel aussi. Exactement. Et ça se fait pas sur tous les jeux. Ouais. Une boîte d'initiation au jeu de rôle par RuneQuest, un peu compliqué quand même. Alors un coffret d'initiation... Bonjour, est-ce que tu aimes les Grecs en jupette? Je vais te parler de RuneQuest. Alors qu'un coffret d'initiation, d'introduction à RuneQuest pour les gens qui sont déjà rôlistes, ça a beaucoup plus de sens. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction des univers qu'on peut le faire ou pas, que c'est un intérêt ou pas. Voilà. Et qu'il y a une demande ou pas, un public aussi. Hein. Et on va parler donc du carton multiplanétaire Donjons et Chatons. C'est assez incroyable. Vous en êtes à combien de tirages maintenant? Donjons et Chatons, là on a retiré 3000 exemplaires. Donc il y en a 10 000 dans la nature. Enfin, et chez le distributeur. Ça fait beaucoup de petits chatons à s'occuper quand même. Hein. Vous avez prévu les boîtes de KitKat, c'est bon? Ça fait pas mal de chatons à s'occuper. C'est un jeu qui est extrêmement joué. Et c'est ça qui fait le succès de Donjons et Chatons. C'est vraiment un jeu, on le voit, il est joué partout. C'est une convergence entre l'univers avec les dessins qui vont avec. Et puis la facilité de prendre les règles et puis des univers qui sont déjà balisés, donc c'est quand même super simple, quoi. Et un jeu qui s'adresse à tout le monde, à toute la famille. Et donc forcément ça écarte le public, ça le rend plus important. Il est joué en périscolaire, il est joué en colonie, il est vraiment joué partout et forcément l'engouement continue d'être présent, donc on est très très content, c'est ce qui nous permet de le proposer du coup dans d'autres langues, ça va arriver grâce à notre partenaire Edge pour la localisation plus internationale, enfin la délocalisation en l'occurrence. Des gens qu'on connaît pas du tout non plus. Et ça nous a permis de sortir justement la campagne aux sources de la magie directement en boutique. Là ça n'avait pas vraiment de sens de refaire une financement participatif sur Donjons et Chatons qui a déjà une communauté très très active, autant le sortir directement en boutique parce qu'un financement participatif, mine de rien, c'est aussi beaucoup de travail. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de suivi, de stress aussi, mais c'est aussi beaucoup de suivi parce qu'on reçoit énormément de messages. C'est vrai que dans une campagne de financement participatif, on voit les messages, les commentaires, on se dit, et ça c'est la partie immergée de l'iceberg. On ne voit pas les MP de Facebook, on ne voit pas les mails, on ne voit pas les messages directs. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Sans compter les forums qu'il faut aller suivre parce qu'il n'y en a pas qu'un. Exactement, sans compter les forums. Donc ça demande vraiment un suivi important et quand on a un jeu qu'on sait qu'on peut sortir directement en boutique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, et puis il est bien mis en avant dans les boutiques aussi. Hein. C'est c'est une nouveauté pour le jeu de rôle aussi, je trouve. Hein. Oui, ça après, c'est ce fait qu'il soit accessible par le plus grand monde qui fait que les boutiques vont plus avoir envie de le mettre en avant. C'est un format aussi qui fait entre guillemets un peu moins peur parce qu'on retrouve finalement le format carré dans les dimensions des livres pour enfants. Ouais, ou les boîtes, tu as des boîtes de jeux à ce format-là qui sont dans les 25-30 euros. Là. Donc c'est aussi un format qui, quelque part, même pour ceux qui ne font pas de jeux de rôle, il y a un côté connu. Il y a un côté dans la forme, on connaît déjà un peu.
Voilà. Et donc Donjons et Chatons, là, la campagne, et puis après, potentiellement d'autres choses. On verra ça. Vers l'inconnu et au-delà. Exactement. Bon, mais il y avait quoi d'autre? Il y avait la suite de Monster of the Week. Ah oui, le Codex of World, dont Antoine a déjà parlé un petit peu. Il n'est pas du tout fan de ce jeu d'ailleurs. Voilà, maintenant qu'on a enfin pu débloquer la situation et traduire, oui. Donc ça arrivera pareil directement en boutique fin d'année. Donc on est content de pouvoir enfin proposer la suite. C'est pareil, c'est un jeu qui a une très forte demande. Ah oui. Au passage devrait revenir le bestiaire, qui est en rupture à l'heure actuelle. Ça c'était voilà pour Monster. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'ai vu qu'il y a du Innominé Satanis et du Bitume. Ça alors, c'est pas encore mort. Non, c'est pas encore mort. C'est pas encore mort. INS, la campagne est sortie il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est pour ça. Quantique de l'ère quantique, donc ça c'était il y a 2 mois. Pareil, directement en boutique, parce que INS, on le sort directement en boutique. Donc campagne, on a des excellents retours dessus. On est très contents là-dessus. Ouais, c'est une gamme qui est un peu connue, jouée, qui a ce côté parodique qui fait que c'est facile aussi à ressortir. C'est facile à sortir, ça parle, c'est pareil, ça parle à beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas vraiment d'univers à expliquer, vu que c'est dans notre époque. Les anges et démons, ça, tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait de catéchisme, ont un peu une idée de ce que ça va donner. Donc ça parle pas mal. Bitume, t'as pas de campagne à l'heure actuelle? Non. Bah non, c'est bien les campagnes. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Ouais, quand même. Hein. Donc c'est en cours de préparation. D'accord. On rappelle que c'est le post-apo à la française. Exactement, Mad Max à la française. Là pareil, pour l'instant pas de date, c'est en cours de création, donc je n'en sais pas plus sur quand ça viendra. Et aussi directement en boutique cet automne, enfin à date variable. Il y a la suite de Cthulhu Confidentiel. Oui. Donc excellent. Les scénarios qui ont été publiés en anglais. Donc sans doute sous la forme d'un livret pour Red Mist et le deuxième dont le nom m'échappe dans l'immédiat. On retrouvera. Qui était sorti en extérieur du gros supplément. Donc on va proposer sous la forme d'un livret pour faire une sortie un peu avant. Et cet automne, vraiment, Even Death May Die, donc le supplément avec 9 scénarios, jouables avec les pré-tirés des personnages du livre de base. 3 scénarios pour chacun des enquêteurs. C'est un bouquin, il est immense, il est plus gros que le livre de base. C'est des enquêtes qui sont très touffues. Donc là c'est pareil, ça sera directement en boutique, tout comme on est sorti le livre de base directement en boutique, courant de l'automne. Alors les dates sont pour l'instant pas très fixées parce que à sortir beaucoup de choses en boutique, il va falloir qu'on fasse un calendrier un peu pour étaler. Pour pas que les boutiques soient submergées non plus. Exactement, et que chaque sortie soit vue. Aussi. Et sa chance aussi de se faire avoir. C'est un petit peu l'élément toujours un peu complexe quand on sort un bouquin directement en boutique, c'est qu'il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit relayé, il faut qu'on en discute. En financement participatif, on ne se pose pas la question, il y a des interviews, il y a des gens qui en parlent. Donc il y a l'engouement qui est créé autour, il y a la communication. Quand on sort directement en boutique, souvent c'est un peu plus compliqué. Donc il faut qu'on étale ça correctement pour que chaque jeu et chaque bouquin puisse avoir son petit moment. Il y a certaines gammes où on viendra vous embêter aussi, de toute façon. Hein. Et enfin, les kobolds. Les kobolds. Un petit jeu Kobold Ate My Babies. On s'est posé la question de financement participatif ou directement en boutique. Et en fait, là, pareil, la boutique, c'est bien. Parce que le format du jeu le permet. C'est du petit format, c'est du souple. Ça se traduit bien. Je crois que ça se traduit tellement bien que c'est presque fini d'être traduit. D'accord. Donc après, il faut que ce soit corrigé, maquetté, tout ça. Mais l'objectif, c'est pareil, cet automne, directement en boutique. Voilà. Ce petit jeu. Présenté pour Octogone, des choses comme ça, ou peut-être trop tôt? Je ne sais pas ce qu'on aura à Octogone, très honnêtement. Parce qu'on n'a pas encore fait le partage sur ce calendrier. Il y a des choses qu'on aura en avant-première à Octogone. En avant-première des boutiques. Ce sera peut-être le gars, par exemple, de la boîte Donjons et Chatons. D'accord. Mais le reste, c'est difficile à dire pour le moment. Okay. Parce que il y a beaucoup de production, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a un sacré planning, ce qu'on disait. Ça donne un sacré planning avec finalement essentiellement de la sortie boutique et pas tellement que ça en financement. Et ce qui fait qu'il faut arriver à caler tous ces éléments-là. Et communiquer, être relayé, etc. Communiquer, être relayé. Et sur la production, on sait qu'il peut toujours y avoir des aléas, tant sur la partie prod que sur la partie livraison. Ah oui, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc, alors,
Nous, on ne produit quasi que en Europe, donc on n'a pas les problématiques des bateaux qui traversent la moitié du monde. La seule exception à ça, c'est la boîte d'initiation de Donjons et Châteaux, parce que là, comme elle se fait en sortie avec Edge en anglais, en fait, on produit tout au même endroit. Mais c'est une question de déclination de prod et de logistique. C'est la seule exception à la règle, mais tous les autres sont imprimés en Europe, donc on n'a pas cette difficulté-là. Mais même en Europe, il peut y avoir des aléas sur la livraison, il peut y avoir des aléas sur le transport. Voilà. Écoute, ouais, ça fait, comme je disais, un vrai gros planning chez Booking Game, parce qu'il n'y a pas que Dead Crow, il y a Race Dead. Il y a Race Dead. Voilà. J'ai failli l'oublier, oh là là, l'horreur. On a parlé d'Inès et de Bitume, donc, et de Booster of the Week. Il fallait juste que ça revienne dans le cerveau. Les cerveaux, quand on est en festival, c'est compliqué. Il me reste à te remercier énormément, David, pour ce petit moment que tu nous as consacré. Et puis nous, on se retrouve, je crois que tu es à Troll et Légende, et j'ai compagnie, on y est. Et on se retrouve bien évidemment à Kaisersberg. Franchement, voilà. Effectivement, je serai à Troll et Légende, mais avec une autre casquette, en l'occurrence, plus sur la partie... Atelier d'Akinra. Exactement. Et oui. Donc à l'extérieur, avec la partie grandeur nature et accessoires de costume. On vous montrera ça d'ailleurs, parce qu'on sera à Troll et Légende, on ira filmer le stand, vous verrez que c'est incroyable. Donc c'est une autre dimension, voilà. Effectivement à Kaisersberg, on ne le dira jamais assez, mais venez à Kaisersberg, il y a quand même une douzaine d'éditeurs présents, 300 tables de jeux de rôle l'année passée. Un super village. Un super village, un centre-ville historique, pas mal d'animations dans la rue, des spectacles. Sans doute l'une des tables en convention les plus jeunes l'année dernière, avec un MJ qui avait 11 ans, qui a fait une partie de jeu de rôle, donc ça c'était quand même assez épique. Voilà. Donc on aura plaisir à te recroiser. On en profite, on fait un petit coucou à Stéphane et à toute l'équipe de Booking Game. Voilà. Ils viennent pas encore à Épinal, il faut qu'on leur dise. On ne peut pas tous aller partout. L'idée c'est quand même aussi un peu de diviser pour mieux régner. Oui, puis il y avait le Fige la semaine dernière, donc on est compatissant aussi quand même. On est comme ça sur Indécent. Écoutez, on vous dit à très bientôt pour d'autres interviews. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.